Bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous parler de réglementation. Donc, généralement, immédiatement, je sens un gros recul dans la salle en me disant « Oh là là ». Mais enfin, c'est vrai que le monde de l'automobile, comme beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit l'assurance, la banque, est un secteur qui est très réglementé. Donc, il y a quand même un petit peu ça dans son ADN. Et puis nous, ce que nous voulons faire à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est accompagner l'innovation. Donc c'est une façon de présenter la réglementation qui est effectivement différente de la contrainte bureaucratique. Parce que ce que je vais vous expliquer là en une vingtaine de minutes, c'est effectivement à quoi sert cette réglementation et comment elle peut être un atout pour vous, professionnels de l'automobile, dans le déploiement de nouveaux services et produits. Et effectivement le sens que cela a. Donc vous faisiez référence à la sortie du PAC sectoriel véhicules connectés qui a été élaboré dans une étroite concertation avec aussi bien les professionnels de l'automobile. Oui, en fait, c'est plus simple. Avec effectivement tous les professionnels du secteur automobile, donc bien sûr constructeurs, équipementiers, plusieurs fédérations professionnelles, mais également des entreprises en tant que telles, dans les pouvoirs publics, toute une série effectivement d'organismes. En fait, donc je vais quand même rester entre les papiers, je vais quand même rester sur ces micros-là. Et c'est vrai que ce document, je vous invite vraiment à aller le consulter sur le site de la CNIL, dans la mesure où il a été conçu par, et en tout cas avec les professionnels, sur la base de leurs besoins, puisque effectivement l'idée c'est de partir des besoins des professionnels, en ayant en tête que ce que l'on recherche, ce sont des outils de régulation qui soient centrés sur la personne. Donc on part de l'usager, de la personne dont les données vont être collectées, vont être traitées. Et bien évidemment, le fait qu'elle puisse être à même de contrôler et de maîtriser ces données est extrêmement important. Donc ce document de travail, son objectif, c'est à la fois de sécuriser les professionnels, de leur apporter effectivement une sécurité dans le maniement de ces données personnelles et également donc de faire connaître aux usagers quels sont leurs droits. Donc ça participe complètement de l'obligation de construire une société du numérique qui soit responsable, c'est-à-dire qui respecte les droits des personnes. Et ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans une optique évolutive, c'est-à-dire qu'on a une clause de rendez-vous dans 18 mois, parce qu'on a bien conscience de ne pas avoir traité toutes les questions relatives aux véhicules connectés et qu'il faudra revenir et se revoir sur, par exemple, les flottes de véhicules professionnels, qui est un sujet que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent. Mais nous sommes 10, nous avons déjà une première brique qui fait sens pour l'ensemble des professionnels concernés. Donc nous posons cette brique et puis nous construisons dessus et nous essaierons bien sûr de construire au niveau européen parce que là c'est un document référentiel qui est donc du droit souple franco-français. Mais il a été conçu dès le départ avec l'optique de le porter au niveau européen. Là, il y a beaucoup de travaux qui sont menés effectivement à l'échelon européen. Et l'objectif était d'avoir un référentiel qui fasse sens pour un marché pas simplement français, mais européen. Donc l'idée est, dès que nous aurons l'application du règlement européen sur la protection des données, qui est pour très bientôt, puisque c'est au 25 mai 2018 que ce texte va trouver application. Il y aura un comité européen qui sera en mesure de pouvoir reprendre ce référentiel sectoriel de la protection des données appliquées aux véhicules connectés sous forme de ligne directrice reconnue par l'ensemble des autorités de protection des données européennes, donc à l'heure actuelle toujours 28, en attendant la sortie du Royaume-Uni. Mais d'ici là, effectivement, de quoi s'agit-il plus précisément? Alors, ce qui a été intéressant dans ces travaux sur le véhicule connecté, c'est qu'en définitive,
je pense qu'il y a un certain nombre de professionnels qui n'avaient pas conscience qu'ils manipulaient des données personnelles. Parce que cette notion de données personnelles, souvent est considérée comme effectivement des informations nominatives, donc les noms, prénoms, email. Mais par contre, toutes les données techniques dont disposent effectivement les professionnels de l'automobile n'étaient pas, en tout cas à l'origine de nos travaux, perçues comme étant des données à caractère personnel, alors que la définition donnée par le règlement européen et déjà la loi actuelle, et ceci depuis près de 40 ans maintenant, c'est qu'une donnée à caractère personnel est une donnée qui directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, permet d'identifier une personne physique. Donc, vous voyez que si vous corrélez les trajets effectués par une personne, le nombre de kilomètres qu'elle a parcouru, le style de conduite au travers des capteurs qui se déploient qu'elle a, vous avez là des données à caractère personnel. Et ceci que vous fassiez une corrélation sur la base du numéro d'immatriculation, sur le VIN, ça suffit pour rentrer dans le périmètre de la loi de 78 et du règlement européen. En pratique, c'est vrai qu'on a essayé de travailler en reprenant tous les besoins qui étaient exprimés autour du véhicule connecté. Alors évidemment, il y a les capteurs qui sont utilisés, mais il y a aussi, et on est parti des usages à l'heure d'aujourd'hui. Donc on en a identifié plusieurs, que ce soit bien sûr l'exploitation commerciale et par divers professionnels. On a l'assurance pour le déploiement des offres de Pay as you drive. On a bien sûr effectivement tous les réseaux de distribution, maintenance, services après-vente. Donc ça, c'est l'exploitation commerciale. Il y a tout l'aspect assistance à la conduite, le divertissement, diagnostic, maintenance, tout ce qui est relatif à la navigation, et puis la sécurité routière. Donc à partir de cette détermination des principaux usages, on a mis en évidence pour les professionnels quels étaient en fait les fondements de ce qu'on appelle la protection des données personnelles. Et dans un monde où maintenant, avec la numérisation, les données sont un actif complètement stratégique, que c'est à partir de ces données, et très souvent des données personnelles telles que je vous les ai définies, que peuvent se monter de nouveaux modèles économiques, il est évident pour nous que, certes, il n'y a pas d'innovation sans données personnelles, mais il n'y a pas d'innovation durable sans une protection de ces données personnelles. Et cette protection des données personnelles, vous l'avez explicité en 5 règles d'or. Donc, qu'est-ce que c'est que la protection des données personnelles? C'est d'abord de pouvoir déterminer quelle est la finalité de ces données. Et là, je renvoie aux usages que je viens de citer. Quand on parle de véhicules connectés, on a envisagé effectivement ces différents usages. Donc, une fois qu'on a déterminé quel est l'usage de ces données, on va pouvoir apprécier quelle est la proportionnalité et la pertinence des informations qu'on collecte. Est-ce que c'est justifié de collecter systématiquement la géolocalisation de la personne qui veut simplement avoir effectivement une information qui ne justifie pas la collecte de sa géolocalisation? Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on peut formuler ce principe de proportionnalité différemment en disant le règlement européen pose le principe de la minimisation des données, c'est-à-dire minimisation des données, je n'utilise que les données qui sont nécessaires. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces informations? À quoi elles vont me servir? Troisième principe, c'est celui de la durée de conservation. Combien de temps j'ai besoin de les conserver? Sécurité, confidentialité, là, c'est vrai que très souvent, les entreprises sont extrêmement réceptives, et c'est d'ailleurs la première règle qu'elles voient, la première règle d'or en matière de protection des données personnelles, c'est les questions de sécurité, parce qu'effectivement, avec les cyberattaques, leur déploiement massif, ça devient une préoccupation majeure que d'assurer la sécurité des traitements. Mais vous voyez que c'est une des règles parmi ces 5 principes. Et le dernier d'entre eux est relatif à l'application des droits pour les personnes
puisque tout un chacun, là vous êtes réunis à titre de professionnel, mais en tant qu'individu, vous avez des droits à l'information sur les données qui sont collectées sur vous, la façon dont elles sont traitées. Donc ce droit à l'information, c'est également un droit à l'accès à ces informations, à leur modification, leur correction, l'opposition éventuellement de figurer dans tel ou tel traitement, et parfois l'obligation de collecter votre consentement pour que la donnée puisse être traitée. Et puis le règlement européen a rajouté des droits nouveaux qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui sont notamment le droit à la portabilité, c'est-à-dire le droit de récupérer les données que l'on aura pu transmettre soit directement, soit par effectivement le recours à des capteurs sur typiquement les trajets que j'aurais effectués, etc., dans un certain nombre d'hypothèses, pour récupérer ces informations dans un format courant, mais il n'est pas question d'interopérabilité, de façon à les transmettre à un autre opérateur, ceci dans l'optique de faciliter effectivement le passage d'un opérateur à un autre pour les personnes. Quand on a effectivement ces 5 principes en tête, on sait ce que c'est que la protection des données personnelles. Maintenant, la question c'est comment je peux faire matcher ces principes avec mon traitement, à moi, professionnel. Comment est-ce que je fais effectivement ce rapprochement entre le quotidien de mon activité et ces principes. En définitive, ce sur quoi nous avons travaillé, c'est, je vous l'expliquerai tout à l'heure, l'élaboration de 3 scénarios d'innovation, selon que les données restent dans l'habitacle automobile ou sortent. Mais ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est qu'effectivement, pour que les personnes puissent avoir le contrôle sur leurs données, c'est une obligation effectivement d'information ou, comme je vous le disais, de consentement, qui concrètement va se traduire par des possibilités de paramétrage, le plus paramétrage d'information qui soit ergonomique, qui se manifeste sur le tableau de bord du véhicule, des icônes. Et là, effectivement, la mise en place d'icônes, on voit bien qu'il y a matière à ce que ce soit uniformisé, que ce ne soit pas un ordre dispersé, que des icônes se mettent en place, parce que sinon on ne saurait plus à quoi cela correspond. Mais c'est une démarche qui est voulue par l'Union européenne et effectivement ce à quoi il faudra parvenir. Ou alors, effectivement, dans les documents commerciaux qui sont remis aux clients, une information plus classique, je dirais, qui serait donnée par écrit lors de la conclusion du contrat. Et cette information, elle peut être donnée en différentes strates. C'est vrai que comme elle est relativement lourde, puisqu'elle porte aussi bien sur les finalités, la base légale du traitement, les destinataires, les transferts hors Union européenne lorsqu'il y a recours à un cloud dont on ne sait pas trop où il se situe, on conçoit tout à fait qu'il puisse y avoir une information sur les éléments les plus importants, c'est-à-dire à quoi va servir l'information, à quel traitement est-elle destinée et auprès de qui je vais pouvoir exercer mon droit d'accès et justement d'avoir plus d'informations. Donc ça, c'est une première chose. Et s'agissant de la proportionnalité et de la minimisation des données dont je vous parlais, c'est vrai que l'on considère, par exemple, qu'il ne doit pas y avoir de collecte en continu de la géolocalisation, qui soit précise et détaillée, en vue de la maintenance ou de l'optimisation de modèles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de géolocalisation, mais elle peut effectivement avoir lieu, mais pas en continu de manière précise et détaillée. Vous voyez, il y a un niveau de granularité des informations sur lequel il faut travailler. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en venir à ces 3 scénarios d'innovation. On distingue donc le cas où les données collectées dans le véhicule vont rester dans le véhicule, sans transmission
aux fournisseurs de services. Ça, on peut se dire qu'effectivement, on est là dans quelque chose qui reste limité en termes de possibilités de valorisation de données, mais il n'empêche que nous, on trouve que, et les professionnels nous ont demandé effectivement à conserver ce scénario, qui peut continuer à faire sens dans un certain nombre d'hypothèses, et qui est celui qui comporte le moins de risques en termes de protection des données, puisque effectivement, celles-ci restent sous l'entière maîtrise des personnes, puisqu'elles ne sont pas transférées à l'extérieur. Mais bien sûr, il y a deux autres scénarios. Celui où les données collectées dans le véhicule sont transmises à l'extérieur pour fournir un service. Et le troisième scénario, c'est celui où non seulement elles sont transmises à l'extérieur, mais elles déclenchent une action automatique dans le véhicule. C'est pour ça que l'on parle du scénario donc in, out, in. C'est en fait des scénarios qui ont été repris d'un premier pack de conformité sur le secteur des compteurs communicants. Nous avions travaillé avec la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication. Et c'est en fait quelque chose qui visiblement parlait aux professionnels. Et c'est vraiment le souci de l'autorité de régulation des données que nous sommes, de pouvoir se mettre au niveau des professionnels pour élaborer des outils qui leur parlent, qui soient quelque chose qui correspond effectivement à ce qu'ils font. Donc, quelques illustrations de ces scénarios. Dans le premier, c'est typiquement l'assistance à la conduite avec l'utilisation de régulateurs de vitesse adaptatifs, tout ce qui est relatif au stationnement automatique ou freinage d'urgence. Alors que dans le deuxième scénario, on a là les dispositifs d'assurance Pay as you drive ou Pay how you drive, e-call ou l'amélioration du produit. Et le troisième scénario, lui, fait plutôt référence à ce qui est envisageable pour la maintenance à distance, l'infotrafic dynamique, le débridage de batterie à distance, le push de publicité ciblée dans le véhicule. Et je dirais que vous avez pour chacun de ces scénarios dans notre pack de conformité la description à chaque fois des finalités précises et des catégories de données qui peuvent être enregistrées, leur durée de conservation, les mesures de sécurité préconisées par la CNIL et la façon dont les personnes peuvent exercer leurs droits sur toute la gamme que je vous ai présentée, qui vous permet effectivement d'avoir une visibilité sur la façon dont vous pouvez vous prévaloir de ce que vous avez pris en compte, les aspects vie privée, protection de la vie privée par rapport à des craintes d'utilisateurs de désormais être fliqués sans arrêt, y compris au sein de ce qui reste quand même, comme pour le domicile, comme l'incarnation de la liberté. D'où l'importance, effectivement, d'avoir conscience de l'existence de ces règles de protection des données personnelles et de pouvoir les valoriser pour ne pas simplement s'arrêter à une application, je dirais, purement administrative, mais au contraire chercher à valoriser les données que vous avez.